Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mate-moi ça, où après avoir parlé des fonctions injectives, nous allons nous intéresser aux fonctions surjectives. L'objectif de cette vidéo est double. Premièrement, voir ensemble la définition d'une fonction surjective, et deuxièmement, voir comment est-ce qu'en pratique on montre qu'une fonction est surjective. Nous rappelons le cadre dans lequel nous travaillons. Nous définissons une fonction f qui a tout élément x d'un ensemble grand E lui associe un élément y d'un ensemble grand F. On dira que x est l'antécédent de y par f, et nous avons aussi le fait que chaque x a une unique image dans l'ensemble grand F par ma fonction f. Donc intéressons-nous tout de suite à la définition d'une fonction surjective. On dira que f est surjective de l'ensemble grand E dans l'ensemble grand F si tout élément de grand F a au moins un antécédent par ma fonction f. Regardez le schéma à gauche, on voit que dans l'ensemble f il y a deux éléments, et chacun de ces deux éléments est relié à au moins un élément de l'ensemble grand E. Mathématiquement, comment est-ce qu'on écrit cela? Eh bien on va dire que quel que soit y appartenant à f, il existe, et le il existe ici veut dire il existe au moins, il existe un x appartenant à l'ensemble grand E tel que f de x est égal à y. On a vraiment traduit mathématiquement la phrase juste au-dessus. Pour vous donner une compréhension claire de ce qu'est une fonction surjective, on va prendre l'exemple avec une fonction qui n'est pas numérique. On définit par exemple la fonction grand N qui à tout Français vivant lui associe son jour de naissance. Par jour de naissance, on entend le jour et le mois, autrement dit une date du calendrier. Eh bien, on sait que quelle que soit la date, on trouvera au moins un Français qui est né ce jour-là. En effet, je prends le 14 juillet, eh bien je suis sûr, statistiquement, qu'il y a au moins un Français qui est né le 14 juillet. Donc là, la fonction grand N de A dans B, elle est bien surjective. Quel que soit l'élément que je prends dans B, quelle que soit la date du calendrier que je choisisse, je peux la relier à au moins un élément de A, autrement dit à au moins un Français vivant aujourd'hui. Alors maintenant que la notion de surjection a été expliquée, nous allons voir en pratique comment la démontrer. Donc notre objectif c'est de montrer la surjectivité de notre fonction f qui va de grand E dans grand F. Alors on ne présente dans cette vidéo qu'une seule méthode, la méthode incontournable. Il est vrai qu'il existe des méthodes permettant de montrer la surjectivité, autres que celles que nous allons voir, mais qui font appel à des notions plus complexes, notamment d'algèbre linéaire. Donc nous allons nous contenter de la méthode standard, mais qui est largement suffisante pour tout ce qu'on vous demandera au lycée, et voire même pour les premiers cours du supérieur. Alors quelle est cette méthode? On va voir qu'en fait on se cale vraiment sur la définition. Regardez, quel que soit y dans f, autrement dit je prends un élément quelconque de mon ensemble d'arrivée, on va poser l'équation E suivante, y égale f de x. Et tout l'objectif, ça va être de montrer que cette équation possède au moins une solution x qui se trouve dans l'ensemble E. Donc finalement, cette méthode, c'est simplement de dire, eh bien, quel que soit le y que je prends, je peux le relier à au moins un x dans E par ma fonction f. Donc là, vous voyez vraiment qu'on ne s'écarte pas de la définition d'une fonction surjective. Bon, alors maintenant, pour que ce soit plus clair, on va appliquer cette méthode en pratique. Prenons l'exemple d'une fonction qu'on nomme m et qui, à tout x réel supérieur à 1, lui associe x carré moins 1. Alors, dans un premier temps, vous pouvez par exemple tracer le graphique de votre fonction. Pour tous ceux qui démarreraient avec ces notions de surjection, je vous conseille de bien mettre en valeur les ensembles de départ et d'arrivée, pour voir sur quelle zone de l'axe des ordonnées et des abscisses l'on travaille. Donc là, vous voyez que j'ai mis en avant mon ensemble d'arrivée et mon ensemble de départ en vert. Donc intuitivement, je prends un y quelconque sur mon axe des ordonnées, et je vois qu'il a en fait un antécédent par ma fonction m. Et on voit bien en fait que quel que soit le y que je prends, il y a un antécédent. Donc ça nous indique qu'il y a de grandes chances que ma fonction m soit surjective. Néanmoins, ça ne fait pas office de preuve et il faut que je le montre plus rigoureusement. C'est là où on applique la méthode que l'on a présentée juste avant. Donc eh bien on y va, on prend un y quelconque de mon ensemble d'arrivée, R+, quel que soit y appartenant à R+, on pose l'équation E, y égale m de x. Et notre objectif, ça va être de montrer que cette équation grand E, elle admet au moins une solution dans l'intervalle 1 plus l'infini, autrement dit l'intervalle de départ, là où doivent vivre nos x. M de x, je connais sa définition, donc je remplace. Donc l'équation E devient y égale x au carré moins 1. Alors là, certains vont peut-être être embêtés par le fait que l'on trouve deux variables, y et x. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on dit quel que soit y appartenant à R+, le y est posé, il est constant.
Autrement dit, là, y ça peut valoir 0,5, ça pourrait valoir 10, 20 millions. Dans notre cadre de travail, à ce moment précis, le y est posé et il ne bouge plus. Donc, puisqu'on veut connaître x, on veut connaître l'inconnu, on va essayer de l'isoler. Donc on passe le 1 de l'autre côté, y plus 1 égale x au carré, et ensuite, eh bien, vous connaissez la règle, on applique la racine carrée, et donc on a deux candidats, soit x c'est racine de y carré plus 1, soit x c'est moins racine de y carré plus 1. Voilà ce qu'on a fait, on est parti de l'équation y égale m de x, et on a trouvé deux candidats. Théoriquement, ces deux candidats, ils marchent. C'est-à-dire que si vous remplacez m de x par m de racine de y carré plus 1, vous retomberez bien sur y. Néanmoins, il faut déjà s'assurer que mes deux candidats existent bel et bien. J'ai des racines, il faut donc que je vérifie que ce que j'ai sous les racines soit positif. Alors là, on le voit rapidement, y carré est toujours positif, et en lui rajoutant 1, ça le reste encore. Donc là, déjà, ma racine carrée de y carré plus 1 a bien un sens. Bon, ça, ce n'est que la première partie du travail. Maintenant, je dois vérifier que ces deux solutions temporaires, appartiennent à mon ensemble de départ, à savoir 1 plus l'infini. Donc là, on voit déjà que le deuxième candidat va être éliminé. Il s'écrit comme moins la racine de quelque chose. Une racine est toujours positive, donc si je mets moins racine de quelque chose, je suis sûr que je suis négatif, et donc je suis sûr que je ne serai pas supérieur à 1. Il me reste donc x égale racine carrée de y plus 1. Est-ce que ce terme est bien supérieur à 1 quel que soit y? Eh bien oui, puisque y carré est supérieur à 0, y carré plus 1 est supérieur à 1, et par passage à la racine, racine de y carré plus 1 sera toujours supérieure à racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc là, c'est gagné, le dernier candidat qu'il me restait comme solution appartient bien à mon ensemble de départ. Donc, conclusion, je prends y quelconque de mon ensemble d'arrivée. À travers mon équation e y égale m de x, je vais chercher le ou les x auxquels ce y pourrait être relié. Eh bien, je trouve que ce y est relié à un x qui appartient bien à 1 plus l'infini. Donc là, ma fonction est surjective, parce que chaque y est relié à un x. Dans la définition de la surjection, on dit qu'il faut qu'il y ait au moins un antécédent, et bien là j'en ai un, donc ça marche, je rentre bien dans ma définition. Voilà pour ce premier exemple. Pour le second exemple, on va prendre une fonction un petit peu plus originale, c'est la fonction g qui à tout couple AB de R2 lui associe B, c'est-à-dire sa deuxième coordonnée. Pour illustrer un peu cette fonction, imaginez que vous prenez un point quelconque du plan AB, et bien votre fonction, elle va venir faire écraser ce point sur l'axe des ordonnées pour ne garder que le B. Il y a un peu une perte d'information avec cette fonction. Alors comment est-ce qu'on va montrer sa surjectivité? Eh bien toujours la même méthode. Je prends un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée, donc quel que soit y appartenant à R, eh bien je pose y égale g de grand X. Attention, ici c'est un grand X parce que X c'est un couple de réels. Ma fonction g ne prend en argument que un couple de réels. Et je vais devoir montrer eh bien, que cette équation elle admet au moins une solution dans R carré. Autrement dit, tout y réel est relié à au moins un couple de réels par ma fonction g. Alors même procédé que tout à l'heure, on repart de y égale g de grand X, donc on a dit que x est un couple de réels, qu'on va par exemple nommer x1, x2, donc on réécrit ça, y c'est égal à g de x1, x2, et maintenant on va se demander, bon, eh bien, sous quelle forme peut s'exprimer ce x1, x2? Bon, eh bien on sait qu'avec cette fonction g, il y a un lien direct entre la deuxième coordonnée de mon couple et l'image de ce couple par cette fonction. G de AB égale B. Donc en fait, on sait que x1, x2, puisque son image par G c'est y, eh bien ça veut dire que sa deuxième coordonnée, elle est égale à y. Donc ça nous donne déjà la moitié des informations sur le couple solution qu'il nous faudrait. Maintenant, comment traiter la question du x1, de la première coordonnée? Alors pour ce faire, j'aimerais illustrer ce qu'il se passe avec un exemple. On va prendre par exemple y égale 4. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le point 2, 4 est un antécédent possible par ma fonction g. En effet, 2, 4, si je viens l'écraser sur mon axe des ordonnées, j'obtiendrai bien 4, puisque ma deuxième coordonnée, c'est 4. Vous serez d'accord aussi pour dire qu'en fait, un point qui est à côté, par exemple 6, 4, est aussi un antécédent de y égale 4, puisque même chose, si je viens le projeter sur mon axe des ordonnées, j'obtiendrai 4. Mais dans ce cas-là, par exemple, le point aussi moins 7, 4 serait un antécédent.
Bon, et bien en fait, on se rend compte que tous les points qui sont sur la ligne que l'on montre à l'écran sont des antécédents de y égale 4. Et donc là, en vérité, on vient de montrer qu'il n'y a pas de condition sur la première coordonnée. Puisque j'ai détruit l'information de la première coordonnée, et bien en fait, cette dernière peut être quelconque. Que mon x1 soit égal à 10 millions, à moins pi ou à racine de 3, je sais que tant que ma deuxième coordonnée est égale à y, l'image de ce couple sera y. Si on formalise, quel que soit y appartenant à R, on a posé l'équation y égale à g de x1, x2, et bien cette équation admet en fait une infinité de solutions, c'est l'ensemble des couples x1, y avec x1 qui appartient à R. Voilà, donc pour reprendre l'exemple avec y égale 4, l'ensemble de solutions serait tous les couples réels où la deuxième coordonnée est égale à 4. Et donc là, bien entendu, notre fonction est surjective, puisque chaque élément de mon ensemble d'arrivée est relié à une infinité d'éléments de mon ensemble de départ. Donc bien entendu, on vérifie le au moins 1. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo sur les fonctions surjectives était claire, qu'elle vous a permis de bien comprendre la notion de surjection et comment démontrer cette caractéristique de la fonction en pratique. On se retrouve très vite encore avec les fonctions surjectives où cette fois-ci on montrera comment montrer qu'une fonction n'est pas surjective. A très bientôt.